Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Dakar, débrief de la deuxième partie de la 48 heures chrono. Et oui, hier, on avait des résultats qui étaient provisoires, comme on l'avait signalé. L'étape n'était pas encore terminée, l'étape ne se terminait qu'aujourd'hui, une deuxième journée qui était un petit peu plus courte que la première. Eh bien, on va voir si les résultats qu'on avait vus hier se sont confirmés aujourd'hui. Vous allez voir qu'à la fois chez les motos et les autos, il y a eu des différences qui ont été faites dans cette deuxième journée, des situations parfois mal embarquées se sont légèrement améliorées aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Ce soir, normalement, la Décathlon sera sur le grill des présentations des débuts de saison. Et puis, vous avez le Vendée Globe qui est sorti il y a peut-être une heure et demie désormais. Le débrief de la 57e journée de compétition avec l'arrivée dans l'hémisphère nord pour les concurrents de tête. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et on commence tout de suite avec les abandons, les derniers abandons qui ont été signalés. Eh bien, nous avons des pilotes moto qui ont eu du mal. Il faut savoir qu'hier, il y a eu 25 motos qui ne sont pas arrivées jusqu'au premier camp où il y avait les tentes et la nourriture. Donc, ils se sont arrêtés en milieu de spécial, en fait, au refueling. Et voilà, c'est là où ils ont passé leur nuit. Donc, ça a été très compliqué. On savait que ça pouvait être possible que des concurrents n'arrivent pas jusqu'au premier point numéro A. Par contre, autant, ça c'était un petit peu la surprise, notamment du côté des motos, quand même 25 pilotes qui n'ont pas réussi à arriver jusqu'au premier camp. Après, c'était le problème aussi d'avoir une 48 heures en début de course. Parmi les pilotes qui ont abandonné, Stéphane Darques, Lorenzo Maestremi et Juanjo Martinez Garcia qui ont abandonné, des pilotes amateurs. Et puis on avait eu donc l'abandon de Laia Sanz sur son Century avec un châssis qui a été touché, tout simplement. Donc elle n'a pas été autorisée par la FIA à repartir car le châssis était trop endommagé. Et un pilote portugais en SSV, Jorge Brandao et Carlos Vento qui ont abandonné dans cette catégorie SSV. On garde tout de suite les résultats. On commence avec les résultats en moto. Et vous allez voir que y a eu quand même des changements par rapport à hier, avec des changements au niveau du classement général, mais surtout au niveau du classement de l'étape. Hier, on avait Adrian Van Beveren qui était un petit peu loin. On avait également Ross Branch qui était un petit peu plus proche au classement. Et Ricky Brabec qui était plutôt bien placé. Sauf qu'entre-temps, il y a eu des pénalités. Il y a eu aussi les temps compensés qui ont fait leur office. Et ce qui fait qu'à ce petit jeu-là, eh bien, Daniel Sanders s'impose quand même. En même temps, le règlement a quand même été fait pour que le mec qui domine le prologue puisse remporter jusqu'à la 48 heures chrono. Heureusement, c'est qu'il n'a qu'à moins d'un quart d'heure d'avance sur la plupart des pilotes, parce que sinon ça aurait pu tuer la course d'entrée. Ce règlement-là qui a été mal fichu du côté de la FIM. Heureusement, le règlement auto est un petit peu plus intéressant. Et je vois parfois dans les commentaires de la chaîne Équipe, les gens qui se plaignent qu'il y a des pilotes qui fassent exprès de perdre du temps pour partir derrière. Oui, mais je trouve que là, c'est plus intéressant parce que tu as un avantage, on va dire, à perdre un petit peu de temps et en même temps, il ne faut pas trop en perdre. Il y a une question stratégique et je trouve que la stratégie a toujours fait partie des sports mécaniques, notamment le Dakar, et le fait de jouer avec sa position de départ. Je trouve que le règlement qu'a pondu la FIM était nul à chier parce qu'en fait, le mec qui dominait pouvait dominer 4 jours d'affilée. C'est quand même extraordinaire. Il pouvait dominer sur 2 journées supplémentaires après son prologue. Donc c'était quand même magnifique et un petit peu grandiose ce système-là.
Donc Daniel Sanders, on a bien profité, hein, c'est pas lui qui fait le règlement, donc lui il en profite. Et il a bien su s'en servir avec une KTM qui fonctionne bien, avec un Daniel Sanders aussi qui a plus vraiment de blessures, parce que c'est un pilote qui a beaucoup été embêté par les blessures, Daniel Sanders ces dernières années. Et puis désormais c'est la tête d'affiche de chez KTM, parce que les frères Benavides ont quand même un petit peu de mal pour le moment, et sinon on a beaucoup de jeunes mais qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience dans la catégorie. Donc belle victoire de nouveau de Daniel Sanders, troisième victoire en 3 étapes, hein, après le prologue, l'étape 1, l'étape 2. On verra si demain il arrive encore à s'en sortir, parce que demain c'est le premier jour où il va ouvrir au final Daniel Sanders, et certes l'étape sera plus courte demain. Il y a eu des modifications car il y a des orages du côté de l'Arabie Saoudite, et oui, en hiver il pleut parfois en Arabie Saoudite, donc ça a un peu rendu les pistes difficiles à pratiquer, mais voilà, Daniel Sanders qui a bien réussi à s'en sortir, et il le disait en interview à l'arrivée, comme il savait qu'il était bien en fait, comme il avait rattrapé les pilotes de devant. Il savait qu'il n'avait pas besoin d'en faire plus aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'il y a d'autres pilotes qui ont réussi à revenir au final au classement, parce que lui il n'a pas autant attaqué que ça sur la fin déjà de la première portion de spécial hier, et sur la deuxième journée aujourd'hui. Alors deuxième, eh bien il n'y a plus Ricky Brabec qui a perdu du temps aujourd'hui, c'est Skyler Oz et Tosha Sharena. Déjà les deux hier étaient quasiment ensemble. Les deux pilotes Honda, eh bien, ils ont bien profité de la trace de Van Beveren. Ils ont bien profité également de la pénalité de Van Beveren pour excès de vitesse 2 minutes, parce que sinon Van Beveren était devant eux au classement. Et Skyler Hobbs et Tosha Sharena, plutôt une belle journée aujourd'hui avec l'Espagnol et l'Américain. Et surtout, Honda place quand même pas mal de motos aux avant-postes, parce que vous voyez qu'il y a également Ricky Brabec, Quintanilla et Adrien Van Beveren 4e. Alors hier, c'était moyen pour Van Beveren. Il était bien parti, Van Beveren, hier. Et puis il avait été rattrapé parce qu'il faisait la trace très vite, vu qu'il n'avait pas fait une bonne première étape à cause de sa chute. Donc c'est vrai que ça lui coûte un petit peu de temps. L'avantage, et je vous en avais parlé hier, c'est qu'il avait pas mal de secondes de bonification. C'est-à-dire que le règlement a quand même été fait pour que les ouvreurs puissent obtenir jusqu'à 15 minutes de bonification au cours de ces 2 journées. Et c'est ce qui a permis en fait à Adrien Van Beveren de limiter la casse. Ce sont ces secondes de bonification qui l'ont remis dans le match, parce que c'est vrai qu'il a longtemps ouvert, mais il disait que c'était quand même un règlement. Lui aussi, Van Beveren n'était pas vraiment satisfait du règlement, parce que pour avoir ces secondes de bonification, il faut être à 15 secondes du leader. C'est-à-dire il faut être maximum à 15 secondes du mec qui ouvre. Donc il faut être dans sa poussière. Sauf que quand vous êtes dans la poussière du mec qui ouvre, le problème c'est que vous ne voyez pas les pierres, ça peut être très dangereux. Demandez notamment à Bouzig, le pote de Benjamin Melo sur le rallye du Maroc en 2023, et ça peut être très dangereux. Et le problème c'est que le règlement impose de prendre ces risques-là, ce qui est quand même très mal fichu. Alors que si on était parti dans l'ordre inverse du classement, on n'aurait pas eu tous ces problèmes-là de règlement. Et je trouve que la FIM au niveau du Rally Raid, c'est vraiment un cauchemar au niveau du règlement par rapport à ce que fait la FIA. Pour une fois que je dis du bien de la FIA, profitez-en. Mais c'est vrai que la FIM, ils font un règlement à se casser la tête, quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi. En plus, tous les jours, ça change. Donc c'est un peu un bordel entre leur système de Rallye 2 avec les mêmes motos que la Rallye GP, donc personne ne comprend la différence des deux classements. C'est un bordel le Dakar moto depuis plusieurs années. Tosha Sharena, donc Van Beveren, et puis Ross Branch, qui a encore perdu du temps, déjà hier en fin de spécial, parce que pendant un moment il était pas très loin de Daniel Sanders, il s'était retrouvé à 4 minutes de Sanders en fin de spécial. Là aujourd'hui, il a un peu jardiné, Ross Branch. Donc jardiné, ça veut dire qu'il a cherché faut savoir qu'il y a des waypoints, vous devez passer par des points de passage, ça dépend des étapes, et c'est entre 80 et 100 dans la journée que vous devez franchir. Et le problème de Ross Branch, c'est qu'il n'en trouvait pas un. Et comme il n'en trouvait pas un, si vous ratez un point de passage comme ça, virtuel, on va dire, c'est minimum 15 minutes, ça peut monter jusqu'à 25 minutes de pénalité. Donc ça, c'est pas vraiment l'idéal, à chaque point de passage raté. Donc c'est sûr que vous avez tendance à un petit peu jardiner pour quand même essayer de les trouver
et essayez de compléter toute votre étape. Donc ça, c'est ce qu'a essayé de faire Rose Branch, mais forcément, il a perdu un petit peu de temps dans l'affaire. Et puis on retrouve ensuite Luciano Benavides, Michael Doherty qui est à l'aise dans les dunes, un peu moins sur les portions plus techniques de fin de journée, mais sur les dunes ça allait plutôt bien. Et puis Pablo Quintanilla et Edgar Canet, premier débutant également. Deuxième en rallye 2 derrière Doherty et Edgar Canet. Mais quand même, 21 minutes aujourd'hui de perdu par Edgar Canet et surtout 6 minutes de pénalité. Mais ça reste un débutant dans la discipline. Ça fait pas depuis trop longtemps qu'il fait du rallye raid. Donc il a encore beaucoup de choses à apprendre et notamment l'élimination de vitesse dans certaines zones considérées comme dangereuses. Et c'est là où il a un petit peu... il a fauté Edgar Canet aujourd'hui. Donc qui termine 10e. Derrière, on retrouve la Charco de Santolino. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que Charco a perdu à Ritnoa très vite, mais heureusement, Santolino ne fait pas une mauvaise journée. Et pourtant, il avait démarré très tôt, Santolino, lors de la première journée. Donc, il a dû ouvrir un petit peu, mais encore une fois, avec ses secondes de bonification, ça le place bien, devant Bradley Cox. Et Ignacio Cornero, hier il était à 20 minutes, Ignacio Cornero à 28 aujourd'hui. Il a un peu du mal, j'ai l'impression, avec Sairo. Il a changé de moto, Ignacio Cornero, et j'ai l'impression qu'il a un peu du mal à trouver le bon rythme, le pilote chilien. On retrouve ensuite Agub Wright, qui est pilote Rallye 2 Honda, juste devant Tobias Epster, et Romain Dumontier, qui fait une meilleure journée que la première étape où il avait perdu 50 minutes sur les leaders. Romain Dumontier, donc il va se replacer du côté du général, et en plus demain il sera plutôt bien. C'est un peu comme Van Beveren, c'est vrai que Van Beveren, s'il avait fini deuxième, il aurait dû faire la trace, alors que là il aura deux concurrents devant lui pour faire la trace. Bon, il faut qu'il fasse attention, c'est que Charena, il va revenir je pense très vite sur lui. On retrouve ensuite donc Martin Michek, Stéphane Zwitzko et Mathieu Devez. Niels Terrik, qui fait un très bon début de Dakar, contrairement à Mason Klein qui a un petit peu plus de mal, et en plus Mason Klein aujourd'hui a perdu une demi-heure sur des problèmes mécaniques. Et bien sûr ça, Koé, pour le moment, Niels Terrik est devant le leader de sa formation, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis cette Koé, qui est pas larguée non plus en termes de rythme, on voit qu'ils ont fait des progrès sur leur moto, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis Tony Molek, Rui Gonçalves, un petit peu plus loin dans la classement, Kevin Benavides qui a vraiment vécu une très mauvaise journée et qui vit un début de Dakar compliqué, Kevin Benavides. C'est vrai qu'on a déjà perdu une KTM au final dans l'affaire, une Hero. Pour l'instant, c'est Honda qui arrive à garder tous ses pilotes. Mais c'est vrai que chez Hero, on a perdu Buller. Chez KTM, pour le général, on a perdu Kevin Benavides, qui s'en sort pas du tout, très très loin en termes de rythme. Mais à la place de Kevin Benavides, je commencerai à m'inquiéter pour ma place chez Red Bull dans l'équipe 1, parce que quand on voit ce que fait Edgar Canet, quand on voit également ce que sont capables de faire Bradley Cox et également le pilote Doherty, il va falloir accélérer le rythme, Kevin Benavides, et se montrer. Premier pilote Malmoto, c'est Benjamin Melo. Très belle journée de Benjamin Melo, qui a été très régulier en termes de rythme. Hier, il était un petit peu derrière Guinness, le roumain, mais il y avait, on avait dit 4-5 minutes. Et puis aujourd'hui, en fait, il était déjà devant à l'arrivée. Et puis en plus, Guinness, il y avait 10 secondes d'avance sur Guinness, et en plus, Guinness a eu le malheur de se prendre 15 minutes de pénalité. Donc je ne sais pas si c'est un gros de ses vitesses, normalement il a dû rater un waypoint Guinness aujourd'hui. Donc voilà, mauvaise journée pour le Roumain. Et puis Charlie Herbst, quasiment dans le top 30. Donc là aussi, pas de mauvaise journée, surtout quand vous voyez, il se prend une minute de pénalité. Donc s'il n'avait pas pris cette minute de pénalité, il était juste derrière Kevin Benavides. Donc il a un peu été moins bon aujourd'hui par rapport à hier. Vraiment, hier, il avait fait une belle journée. Aujourd'hui, ça a été un petit peu plus compliqué, il a dû un petit peu plus jardiner, mais on en saura plus dans la vidéo ce soir. Du Challenger Racing Team, et puis Xavier Flick également qui a perdu un petit peu de temps avec sa moto chinoise. Mais voilà, pas de problème technique pour le moment sur cette machine. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis Jérôme Martini qui prend la 3e place. Puis vous voyez qu'en Malmoto c'est assez serré pour le podium, avec Windeman qui était rapide au rallye du Maroc, Ravi Vega et Roman Schick.
Parmi les concurrents qui ont perdu du temps aujourd'hui, alors on peut voir un qui a fait une étape à son rythme, je dirais, c'est David Casteux, quand même 24 minutes de pénalité, donc lui il a dû rater également un point de passage, David Casteux, mais surtout Mason Klein qui a perdu énormément de temps. Aujourd'hui, Mason Klein, voilà, hors jeu désormais pour la victoire finale. Alors il s'attendait pas à jouer vraiment le général, hein, Mason Klein, mais c'est vrai qu'il finit à 6 heures quasiment de la tête de course. Des gros problèmes mécaniques voilà, pour Mason Klein qu'il n'a pas réussi à régler tout seul, tout simplement. Donc voilà, grosse journée difficile et pour le moment ils sont une centaine à l'arrivée, voilà 125, mais avec des concurrents qui parfois ont pris des pénalités, donc n'ont pas vraiment fait les spéciales jusqu'à maintenant. On poursuit donc avec le général, et pour le moment vous voyez que Daniel Sanders caracole en tête avec 3 victoires aux 3 premiers jours. 12 minutes d'avance sur Skyler Hoff, Rosbren Jésus, juste derrière 3e, Sharena 4e, et vous voyez Ricky Brabec, Benavides, Van Beveren. C'est un peu dommage ces 2 minutes de pénalité pour Adrien Van Beveren. Mais c'est vrai que c'est un début de Dakar, je dirais, à la Van Beveren, c'est-à-dire pas forcément un gros rythme. Ça a toujours été un peu son problème avant Adrien Van Beveren. Un petit départ en mode diesel. Bon, j'espère que ça va pas trop lui coûter de temps parce qu'on sait qu'en moto, c'est quand même compliqué ces dernières années de créer des écarts. On a vu ces dernières années, on avait plutôt tendance à avoir des courses extrêmement compactes, denses. Et 25 minutes d'entrée, c'est quand même pas la bonne nouvelle pour Adrien Van Beveren. On retrouve ensuite Quintanilla, Ignacio Cornero et Bradley Cox. Et du côté du général, du côté des autres Français, Mathieu Devez, 17e, Romain Dumontier, 20e, donc qui remonte après une première journée qui avait été compliquée. Et puis Charlie Herbst dans le top 30 pour le moment, donc ça c'est bien, juste derrière Kevin Benavides. Et Benjamin Melo, 32e et surtout premier pilote Malmoto, parce qu'on va voir ça tout de suite. Alors en Rallye 2, le vainqueur de cette étape c'est Doherty, vous pouvez voir, Romain Montier est 5e aujourd'hui. Et au classement général, c'est Edgar Canet qui est en tête, mais avec moins de 5 minutes d'avance sur Doherty. Tobias Epster qui a une journée un petit peu plus compliquée est 3e. Et ensuite on retrouve Dovez, Nils Terrick, très bien placé avec Sakowé, et puis Agor Bright et Romain Dumontier à 30 minutes pour le moment, et puis en original Malmoto. Donc tous ces concurrents qui partent sans insistance. Eh bien, Benjamin Melo est en tête devant Emmanuel Guinness, mais les deux, il n'y a que 9 minutes d'écart, et on sait qu'en Malmoto, tant qu'on n'a pas l'heure d'avance ou l'heure et demie d'avance, il peut se passer encore beaucoup de choses avec les réparations, mais ça montre que Benjamin, cette année, est vraiment en forme. Et surtout, on n'a plus ces problèmes qu'on avait l'année dernière de concurrents qui étaient exclus des Malmoto, qui étaient en Malmoto, mais qui étaient invisibles au classement. Là aussi, un règlement qui était mal fichu du côté des Malmoto by Motul. Donc voilà, Benjamin Melo devant Guinness et Jérôme Martini. Mais vous voyez qu'entre Jérôme Martini et Pabibska qui est 7e, eh bien, il y a moins de 30 minutes d'écart. Hein, donc ça reste extrêmement serré pour le podium pour le moment. Et on a vu notamment Jérôme Martini, l'entraide aussi dans cette catégorie avec Jérôme Martini qui demandait de l'aide à Benjamin Melo pour sa fourche. Voilà, il devait régler quelque chose sur sa fourche avant. Il avait un problème de joint spi qui s'était complètement barré. Donc voilà, il fallait refaire ça correctement et Benjamin Melo l'a aidé dans l'affaire. Bon, on passe à la catégorie auto. Aujourd'hui, la classe Ultimate. Alors hier, c'était la mauvaise journée à la fois pour Loeb, 30 minutes de perdu hier, à la fois pour Carlos Sainz. Alors autant pour Carlos Sainz, ça s'est pas amélioré aujourd'hui, autant pour Sébastien Loeb, eh bien ça a été beaucoup mieux. Alors on commence avec le vainqueur du jour de cette étape suite aux pénalités et aussi parce qu'il avait il avait eu un problème en fait au ravitaillement hier, Rokas Basuska. Donc il a perdu en fait un gros quart d'heure au ravitaillement, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il y avait un problème. Voilà, donc il a porté réclamation, on lui a redonné le temps qu'il avait perdu. Donc première victoire dans la catégorie Ultimate de Rokas Basiuska avec Oriol Mena. Alors demain, il va falloir ouvrir la piste et eux, c'est des concurrents qui étaient en Challenger l'année dernière, donc ils n'ont jamais fait ça. Alors Rokas Basiuska, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, pilote qui a été en championnat du monde de rallycross à une époque, le lituanien, et qui était donc en T3 l'année dernière, donc en Challenger, qui avait été performant, il était monté sur le podium. Et donc Overdrive a décidé, donc l'équipe soutien de Toyota,
Il faut savoir qu'il y a l'équipe numéro 1 de Toyota et puis vous avez les petits jeunes, on va dire, et Yazid Al-Raji qui est chez Overdrive, mais en fait c'est l'équipe officielle Toyota quasiment, c'est juste qu'ils ne sont pas financés par Toyota. Donc belle course de Rokas Baciuska qui s'en est très bien sorti dans cette 48 heures chrono, et encore une fois avec le temps perdu hier qui lui a été recrédité, eh bien il s'impose aujourd'hui, surtout que Yazid Al-Raji a pris une pénalité de 2 minutes pour excès de vitesse. Ça a été le cas également de Nasser Al-Attiyah, de Mathieu Serradori ou encore de Sébastien Loeb. Il faut savoir qu'il y a des zones où la vitesse est contrôlée dans un Dakar, notamment quand vous passez dans des villages, notamment voilà, il y a des zones de neutralisation quand il peut y avoir pas mal de public, quand il peut y avoir également en fait pas mal de personnel, surtout du Dakar plus que du public, et donc dans ces zones-là, c'est neutralisé, donc vous avez des vitesses, soit c'est 30 km/h, soit c'est 60 ou 90, je crois qu'il y a 3 vitesses de neutralisation, et là il ne faut pas faire d'excès de vitesse, et aussi dans les zones de liaison, il ne faut pas pointer en retard, mais il ne faut pas pointer en avance aussi, enfin comme dans le rallye classique, donc les liaisons comptent aussi dans la course de ce côté-là, et si vous arrivez trop tôt, eh bien vous pouvez prendre des secondes de pénalité, parce qu'on considère que vous avez fait donc des excès de vitesse sur la route, et il ne faut pas pointer notre retard non plus, donc parfois vous roulez quand même à 150 à l'heure pour arriver dans les temps. Donc Yazid Al-Raji deuxième, belle journée pour le Saoudien, parce que l'année dernière ça s'était pas très bien passé pour lui, il avait abandonné très vite, ça avait été la première victime de la 48 heures chrono du côté des Ultimates, et bien là ça s'est plutôt bien passé avec Timo Gottschalk, on sait, un coéquipier d'expérience, il était déjà là à l'époque des Volkswagen, Thibaut Gottschalk et donc Yazid Al-Raji. Troisième, Jacopini, donc très belle journée, très belle 48 heures chrono pour lui avec Daniel Oliveras, les deux avaient déjà été très bons hier. Eh bien, ça s'est confirmé avec même encore une deuxième journée meilleure que la première. C'est-à-dire qu'ils ont encore réussi à reprendre du temps un petit peu sur tout le monde. Hier, ils étaient à 8-9 minutes. Là, 6 minutes 20 pour Jacopini, donc très très belle journée. Puis Henk Lategan qui est bien revenu sur cette deuxième partie de course. Lui qui avait une première journée un petit peu plus compliquée, alors c'était pas catastrophique, mais voilà, il avait une chouille jardinée, Henk Lategan, il avait du mal à se mettre dans un bon rythme, mais là, la deuxième journée s'est bien passée. Et devant, donc Nasser Al-Attiyah et Édouard Boulanger, 4 minutes donc de pénalité aujourd'hui pour excès de vitesse, qui fait qu'au lieu de finir à 5 minutes, eh bien, ils sont à 9 minutes. Voilà le duo franco-qatari sur le Sandrider, qui est le seul Sandrider à ne pas avoir connu de problème dans cette 48 heures chrono, ce qui doit un peu inquiéter l'équipe Dacia et ProDrive, qui, je rappelle, gère le programme derrière, parce que ça veut dire que on a pas mal de problèmes de jeunesse sur cette voiture. C'est pour ça que j'en faisais pas mon favori Dacia. Moi je mise plutôt sur une victoire d'un Toyota. Après, comme j'ai dit dans les commentaires, je ne sais pas quel pilote Toyota. Je dirais qu'il y a certains pilotes qui ont un peu plus d'expérience que d'autres, mais ça reste quand même très jeune chez Toyota. Mais pour moi, le problème, c'est que Ford, c'est un véhicule qui est encore trop récent. Dacia, ils vont avoir des problèmes de jeunesse. Et déjà au Maroc, ils ont eu des problèmes, alors que c'était un rallye du Maroc qui était quand même très court en kilométrage, parce qu'il y avait eu des inondations. Donc il y a des étapes qui ont été pas mal raccourcies. Ils ont quand même eu des problèmes de fiabilité. C'est un véhicule qui est très récent, qui est très compact, qui est très innovant. Je dirais pour les véhicules du Dakar dans sa conception et dans sa compacité, donc ils vont avoir certainement des problèmes. Century, ça reste une petite équipe notamment, et puis qui en a d'autres, Mini, mais avec le nouveau moteur on ne sait pas trop ce que ça va donner, et puis le Countryman, même s'il a progressé, ça restait quand même un véhicule qui était un petit peu derrière, donc c'est pour ça que je mise sur Toyota cette année. Et c'est vrai qu'Yazid Al-Raji peut être un pilote qui peut faire partie des favoris, mais c'est quand même souvent un pilote qui a tendance à faire des erreurs, et des grosses erreurs qui lui coûtent souvent des abandons aux Saoudiens. Donc on verra s'il arrive à tenir sur la longueur. Mathieu Serradori, donc 6ème avec Loïc Minaudier, 13 minutes 43 de perdu aujourd'hui sur cette spéciale, donc c'est plutôt une très très bonne journée. Eux qui avaient démarré plutôt tranquillement sur le prologue, sur la première étape, ils avaient fini l'en dehors du top 20, et bien là ils sont bien remontés dans le classement. Belle journée avec un Century qui, je rappelle, n'est pas le Century CR6, c'est le CR7, c'est-à-dire que c'est un
Century 4 roues motrices. C'est un T1+, ce n'est plus un buggy. Donc je rappelle que vous avez la catégorie buggy. Donc là, vous avez notamment que 2 roues motrices. Donc souvent, ce sont des propulsions. Avec quand même des petits avantages, notamment le dégonflage, gonflage des pneus automatiques à l'intérieur des véhicules. Alors qu'en 4 roues motrices, vous n'avez pas ça. Vous avez le dégonflage, mais manuel, tout simplement. Il faut sortir de la voiture, avoir un petit nanomètre. Et puis voilà, pour pouvoir, un manomètre, pardon, plutôt qu'un nanomètre, un manomètre pour pouvoir dégonfler et contrôler sa pression des pneus. Et je vous invite, tiens, si vous aimez les voitures du Dakar, vraiment, on me l'a mis dans les commentaires et je vous invite vraiment parce que j'ai regardé la vidéo et j'ai trouvé ça très très instructif et pourtant, je regarde le Dakar depuis plus de 20 ans, donc je m'y connais un petit peu en bagnole. Mais regardez vraiment et même si vous êtes novice, vous allez tout comprendre. Regardez la vidéo de Benjamin Mello d'hier sur le Toyota de Toby Price et Sam Sunderland. Vous allez apprendre plein de choses et voilà ce que la chaîne L'équipe devrait s'inspirer de ce que fait Benjamin Mello, de ce que fait Charlie Herps, montrer beaucoup plus les coulisses du Dakar que ce qu'ils font pour le moment où voilà, ils utilisent les images grosso modo de l'organisation et ils font pas beaucoup plus. Et surtout arrêtez de mettre France Piron à tort et à travers parce que voilà, c'est insupportable. Bon, on poursuit avec Sébastien Loeb et Fabien Lurquin. Bah, hier c'était compliqué, hein. C'était compliqué. Enfin, il y a eu 2 interviews hier de Sébastien Loeb. Il y a une première interview au refueling où vraiment il est au bout de sa vie. Mais vraiment, là tu sens qu'il est même pas en colère. Tu sais, le Sébastien Loeb colère, on l'a connu, hein, notamment chez Citroën face à Sébastien Ogier. Là, c'est pas le Sébastien Loeb colère, c'est le Sébastien Loeb désabusé où tu sens que bah, il est vraiment inquiet. Il sait vraiment pas comment améliorer les choses. Et puis, il y a le Sébastien Loeb du bivouac, déjà hier soir, qui était beaucoup plus détendu. Et voilà, qui avait récupéré ses ventilateurs. Alors il pourra dire merci à Cristina Gutiérrez et à son coéquipier, à son copilote qui a réussi. En fait, c'est le copilote de Cristina Gutiérrez, qui est un ancien mécano, qui a réussi à redémarrer la voiture et les ventilateurs. Il a chanté en fait, les ventilateurs, au lieu d'être gérés par l'électronique, ont été gérés, on va dire manuellement, c'est-à-dire qu'ils tournaient à une vitesse précise, parce qu'en fait le souci qu'avait Sébastien Loeb, c'est que l'électronique s'était mis en carafe, ce qui fait que les ventilateurs ne tournaient plus à cause de l'électronique. C'est un problème qu'ils avaient eu au Maroc, en fait c'est le problème qu'ils ont depuis le départ, depuis la voiture. Ce que je trouve assez incroyable quand même, c'est qu'ils n'aient pas un switch dans la voiture pour passer en mode manuel, même si je sais que dans les voitures, notamment les alternateurs, les batteries sur les voitures de course, c'est un peu le minimum syndical, on fait souvent des économies de poids là-dessus. Je pense qu'on aurait pu mettre un petit bouton pour mettre les ventilos en mode manuel, et même si ça tire un petit peu plus sur l'alternateur notamment, ça aurait quand même été moins problématique qu'avoir une voiture en surchauffe. Quand même con de ne pas avoir un petit bouton, je pense, un petit pouce-pouce, un petit bouton poussoir pour activer les ventilateurs manuellement, parce que là on voit bien que ça a été le gros problème de la Dacia Sandrider. Et je rappelle qu'il n'y avait que 200 km de dunes. On n'est pas dans l'anti-quarter en plus, hein, on est dans des coins où il fait beaucoup moins chaud que dans l'anti-quarter. Dans l'anti-quarter, ça va être galère, hein. S'ils ont ces problèmes de surchauffe, c'est pour ça que je n'en fais absolument pas mes favoris, les Dacia, parce que pour moi, ils auront des problèmes de fiabilité sur ce Dakar. Mathias Ekström, qui s'en sort bien avec le Ford, parce que Carlos Sainz, pardon, c'est fini. C'est fini également pour Nani Roma, mais heureusement, il y a toujours Mathias Ekström avec Emil Bergqvist, 16 minutes 25 de perdu, et puis les duettistes Price Sunderland, qui font une belle étape, et Vanagas également, soutenu par Toyota. Belle journée aussi, et Michel Guthrie, 11e, ça a été plus compliqué pour Lucas Moraes, qui peut faire partie des favoris aussi, hein. Lucas Moraes, déjà 3e d'un Dakar, c'était il y a 2 ans. Mais Lucas Moraes, qui s'était tanké hier, avait perdu pas mal de temps et il n'a pas réussi à le rattraper aujourd'hui. Martin Prokop a continué à perdre du temps aujourd'hui. Et puis Joao Ferreira, qui est le premier X-Red, parce que c'est X-Red qui est passé complètement à la trappe aujourd'hui.
On a Paraguana chez Century, sur le deuxième Century qui est 17e, et Garlin Chichrit seulement 19e aujourd'hui, 1h05 de perdu. Alors déjà hier il avait perdu beaucoup de temps, il avait jardiné pendant 40 minutes. Et bien aujourd'hui il a rencontré un véhicule de l'organisation. Il était même assez énervé. Garlin Chichrit, on a vu, il a discuté avec les mecs à la SS, à la zone d'arrivée, avec les mecs du Dakar, avec les mecs d'ASO, parce qu'il disait la voiture était super mal garée et il disait je sais pas pourquoi il s'est foutu là, mais non, on pouvait pas l'éviter. Forcément, on a détruit une partie de la voiture, il a fallu bricoler, donc on a perdu beaucoup de temps dans l'affaire. Normalement, on devrait être à 45 minutes, 50 minutes, il y a un quart d'heure, c'est dû à cette affaire-là, donc il était assez énervé. Garlin Chichrit qui a encore plus, qui a en pris 5 minutes de pénalité. Simon Witz, premier en deux roues motrices avec son MD. Et puis on retrouve Carlos Sainz, donc 1h34 de perdu. Énervé, Carlos Sainz, ça c'est clair et net. Par contre, je suis assez d'accord avec ce que disait Ludivine Puy. Sur la chaîne L'équipe, c'est vrai que Carlos Sainz, il n'était pas obligé non plus d'essayer d'écraser les mecs du Dakar qui font le pointage, parce qu'en fait, il voulait pas faire d'interview. On a bien compris qu'il voulait pas être interviewé aujourd'hui, Carlos Sainz, mais il n'était pas obligé non plus d'essayer d'être à deux doigts d'écraser les mecs à la SS qui étaient devant sa bagnole pour pas qu'ils repartent, et il essayait vraiment d'accélérer comme un demeuré. Donc ça, c'était pas terrible de la part de Carlos Sainz. Après, Carlos Sainz, quand ça va, il est gentillet, je dirais qu'il est, voilà, il est, bon, je dirais pas sympathique, parce qu'il a jamais été sympathique, mais bon, je dirais qu'il est, voilà, il parle aux journalistes et tout ça. Par contre, dès qu'il a une galère, ça devient quelqu'un de très désagréable, encore plus que Sébastien Loeb. Et déjà que Sébastien Loeb, on va pas se mentir, mais quand il rentre dans une pièce, il l'illumine pas par son sourire. Alors Carlos Sainz, c'est Sébastien Loeb, mais en pire, et ouais. Là, il pouvait faire autrement, très clairement. Alors certes, il pouvait rester porte fermée, mais il n'était pas obligé de vouloir accélérer à tout prix sur le mec de l'assistance. Donc ça, j'ai pas trouvé ça terrible. Bon, il a que 2 minutes de pénalité. Je pense que c'était même pas pour ça les 2 minutes de pénalité. Ça aurait pu valoir pire. Parce que la FIA, notamment du côté de la Formule 1, s'il y avait un pilote qui avait fait ça avec un assistant de la FIA, il serait pris une pénalité pour comportement antisportif et il ne serait pas pris que 2 minutes. Voilà, dans l'affaire. On poursuit avec les autres pilotes qui ont perdu beaucoup de temps aujourd'hui. Gignal de Villiers qui a cassé une partie de sa voiture, le Sud-Africain. Hier, il était bien, Gignal de Villiers, mais là aujourd'hui, il a cassé une partie de la voiture. Donc, une grosse heure et demie de réparation pour Gignal de Villiers. Donc, ça lui coûte très cher. Christian Lavieille, lui, il avait eu des problèmes hier. Des problèmes de moteur, il avait dû s'arrêter pendant une grosse heure. Donc voilà, ça lui coûte forcément sur cette étape. Et puis Guillaume de Mévius, Mathieu Baumel, des gros soucis. En fait, déjà hier, c'est vrai que quand vous regardez la vidéo de la chaîne L'équipe, vous voyez qu'il est très inquiet, Guillaume de Mévius, sur sa voiture. Tu sens que ça va pas au niveau de la voiture. Ils ont tenté de réparer avec Garlin Chichrit aussi, les deux étaient ensemble, sauf qu'ils n'avaient pas les pièces pour réparer. Donc en gros, il a eu un gros problème, je pense, sur l'avant de la voiture, où il y avait sur l'arrière plutôt, il disait, de la voiture plutôt. Daniel Elena, et grosso modo ils ont fait la spéciale au ralenti et ça leur coûte très très cher dans l'affaire. Donc c'est un peu fini chez X-Red, il n'y a plus personne pour jouer le général. Et puis il y a Bottrill également qui a perdu du temps aujourd'hui. Guy David Bottrill qui a dû sortir de la spéciale, comme Nani Roma également, qui n'a pas fini l'étape, qui était tiré par son camion d'assistance. Voilà, Nani Roma, donc là aussi, spécial pas terminé, donc grosse pénalité et classement qui va s'en ressentir pour le pilote espagnol. On regarde tout de suite le classement général pour vous dire bien que c'est Antla Tegan qui est en tête, le Sud-Africain. Là aussi, ça peut faire partie des pilotes chez Toyota qui sont très forts. Devant Al Rajji, Nasser Al-Attiyah à 11 minutes. Devant Toby Price qui sont quand même surprenants 4e, parce que, encore une fois, avec la vidéo de Benjamin Abello, ils ont eu donc 3 jours de test, je crois 4 jours de test. Donc c'est rien.
C'est rien pour s'adapter à une voiture, c'est un tout autre comportement qu'une moto. Pour que Sam Sunderland s'adapte aussi au fait de devoir distribuer les notes à un pilote, ça n'a rien à voir. Ils font quand même un début de Dakar impressionnant. On savait qu'ils pouvaient être rapides, mais moi je m'attendais à ce qu'ils soient allés à la fin du Dakar, 10e du Dakar, entre 11 et 10 à 2h30, 3h. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient vraiment dans le rythme. Non, ils sont dans le rythme des meilleurs, hein. Pour le moment, ils tiennent la cadence. Donc bravo, chapeau aux deux. Mathias Ekström et Bill Bergqvist 5e pour la dernière Ford, la Ford la mieux classée plus tôt, devant Sébastien Loeb. On retrouve ensuite Jacopini, Moraes, Guthrie et Serradori qui complète le top 10 du côté du général et du côté de la catégorie... Alors, hop là, deux roues motrices, et bien là c'est Simon Witz qui est en tête avec 30 minutes d'avance sur Pierre Lachaume, Pascal Thomas 3e et Joubani 5e devant Christophe Lavieille. Et pour l'instant c'est un quintuplé MD Rally dans ce classement des deux roues motrices, donc qui domine complètement cette catégorie. On passe à la catégorie T3, la catégorie Challenger, donc c'est SSV prototype. Et à ce petit jeu-là, aujourd'hui, eh bien, on a cru pendant très longtemps que Cavigliasso allait remporter l'étape, même s'il avait fait une deuxième journée un petit peu moins bonne avec sa femme Valentina Petergarini, mais il a pris une pénalité pour excès de vitesse, 3 minutes. Et donc c'est Paul Sperrig et Jean-Peter van der Stelt, les Néerlandais du Team Rebellion, qui s'imposent aujourd'hui. Belle journée des deux concurrents néerlandais, puisque déjà hier ils étaient plutôt bien. C'était les seuls qui arrivaient vraiment à tenir le rythme de Cavigliasso, mais bon, avec cette pénalité, eh bien ils s'imposent pour 2 petites secondes, et ça doit être leur première victoire de spécial au Dakar. Troisième, Corbin Liverton, Tay Perry, qui ont fini très fort, parce que hier ils étaient à un quart d'heure de Cavigliasso, et ce soir ils finissent à 3 minutes, c'est-à-dire à 6 minutes dans la réalité, mais ils ont repris quand même quasiment 10 minutes sur Cavigliasso. Donc très très belle journée de l'américain et de Tay Perry, la concurrente allemande, avec le team jeune Red Bull, et puis Pau Navarro 4e, et Gonçalo Guerrero qui prend la 5e place. Là aussi, belle journée, parce que, encore une fois, hier ils étaient un petit peu plus loin. Ça reste des concurrents qui sont des rookies, qui n'ont pas l'expérience du Dakar, qui n'ont pas beaucoup d'expérience en rallye raid. Donc réussir à tenir ce rythme-là, c'est vraiment très très bien de leur part. Donc très très belle course pour eux. Et puis, si on descend un petit peu dans le classement, eh bien, on retrouve Antoine Méo avec son Apache 26e. Et j'ai perdu Alexandre Giroux qui a fini 36e. Pénalité aujourd'hui d'Alexandre Giroux, 18h, donc vous voyez, il n'a pas fini l'étape aussi du côté d'Alexandre Giroux. Donc ça fait des gros écarts désormais au général dans ce classement, avec Cavigliasso qui est en tête avec 6 minutes 20 sur Guerrero, Liverton à 18-24, 23-48 pour Sperrig, et Pau Navarro à 27-39 devant Daniel Akil. La première étape était bien, la première journée était bien pour Daniel Akil, un petit peu plus en difficulté aujourd'hui. Voilà, elle finit à 8 minutes 12, voilà, sur cette étape. En SSV, eh bien, Xavier de Soultré n'a pas gagné. C'est vrai qu'hier, à un moment dans la spéciale, il était en tête, mais Broekegger a très très bien fini. Et puis en plus, il profite de la pénalité pour excès de vitesse, là également, de Xavier de Soultré et Martin Bonnet. On a failli avoir un triplé du Sébastien Loeb Racing. Ça s'est joué à 30 secondes près. En fait, ça s'est joué à la pénalité pour excès de vitesse qu'a pris Florian Vessade. Il a pris une pénalité plus importante que Alexandre Pinto, le Portugais. Donc, victoire aujourd'hui de Broekegger devant Xavier de Soultré, Pinto et Vessade, mais domination des Polaris et surtout les Can-Am. Maintenant il va falloir compter sur Hunter Miller, un jeune américain
qui est 6e et déjà à 1h34 aujourd'hui, parce que à la fois Andujar finit loin à 1h50, l'ancien spécialiste du quad, Manuel Andujar, et puis Chaleco Lopez, hein, lui a fini très très loin, il était un petit peu plus haut, Chaleco Lopez, voilà, il finit à 13e à 2h50, et Ferrioli également 2h30 de perdu aujourd'hui, donc c'est très très loin pour les deux. Et pour nos amis Berrichon, eh bien je les ai vus dans le classement. Voilà, Claude Fournier 4h33 de perdu, donc ils ont fini à la spéciale, voilà, sur leur buggy MMP, et pas mal de concurrents n'ont pas fini en SSV, hein. Il y a eu beaucoup de pénalités, comme vous pouvez le voir sur l'étape du jour, ce qui fait qu'au général, Xavier de Soultré est en tête, mais avec moins d'avance quand même que prévu, 5 minutes sur Broekheger, Alexandre Pinto à 1h02, juste devant Florian Vessade, et n'oublions pas quand même Gérard Fares, mais qui est déjà à quasiment 2 heures, et Chaleco 2h50, donc ça fait d'énormes écarts. Ferrioli 2h45 dans cette catégorie SSV. Je dirais qu'on a quand même perdu énormément de concurrents, on a perdu un petit peu de suspense dans cette catégorie. En camion, là aussi, il y a eu des grosses différences, avec la victoire du vainqueur de l'an dernier, qui avait déjà fait une très très bonne 48 heures chrono il y a un an, Martin Machic, qui s'impose avec 10 minutes d'avance sur Alex Lopez. Ça s'est surtout joué aujourd'hui, hein. Les écarts se sont agrandis aujourd'hui. Zala lui a bien tenu le rythme de Machic, mais il avait perdu du temps hier, donc ça n'a pas suivi. Et puis pour les Vandenbrik, que ce soit Martin ou Mitchell, eh bien une mauvaise journée avec plus d'1h20 de perdu. Mitchell, c'était déjà compliqué hier, vous l'avez perdu 30 minutes, eh bien il a reperdu beaucoup de temps, 45 minutes. Et puis Vandenbrik, Martin, lui, avait fait plutôt une première journée intéressante. La deuxième journée a été un calvaire pour le duo néerlandais. Et puis on retrouve 6e belle place, hein, pour Teruhito Sugawara, parce qu'on sait que le Hino est un véhicule qui est d'une autre catégorie techniquement, il est plus léger, moins puissant. Donc voilà le Hino, donc il s'en est très très bien sorti. Et puis devant Van der Heuvel, Anja Van Loon, qui est également avec un véhicule du team de Roy, et puis De Groot et Kees Collen, mais là on est déjà à quasiment 3 heures, hein, donc à top 10 décimé, on va dire, par cette 48 heures chrono. Donc Martin Machic, 8 minutes 54 d'avance sur Alex Lopez, il a quand même moins d'avance que l'an dernier, parce que je rappelle que l'an dernier il avait connu 1h20 à tout le monde. Martin Machic, Alex Lopez donc deuxième, Vaidota Zala, qui pour sa première en camion s'en sort très bien aussi, troisième à 40 minutes. Puis après Vandenbrik, c'est déjà bien plus loin, 1h44 pour Martin, et Mitchell à 1h16 de retard désormais. Est-ce qu'on a le classement de la catégorie classique ? Oui, il est enfin arrivé, à 17h50, il est enfin arrivé. Victoire aujourd'hui de Lorenzo Traglio et Rudy Briani, qui ont fait une très très belle étape, hein, avec seulement 103 points de pénalité, donc c'est vraiment très bien, surtout que c'était 2 jours en un, donc là aussi, hein, c'était pas simple pour eux. Devant Colnaghi et Bottalo et Gublin et Souza, et devant Eric Van Loon et Hein Verschuren. Et si on regarde où se situe Valentin Simonet, du côté de YouTube, il est un petit peu plus loin. On va essayer de le trouver dans le classement, mais c'est pas forcément facile. Voilà, Valentin Simonet et Mathieu Monplaisy qui sont 39e. Voilà, avec une journée à 1033 et 50 points de pénalité pris dans cette étape. On va regarder même le général dans cette catégorie. Donc Traglio et Briani ont 48 points d'avance sur les deuxièmes, et on retrouve ensuite Santaolalla qui est troisième, qui avait déjà été bon l'année dernière. Carlos Santaolalla, je crois que c'était même lui qui s'était imposé au classement, et puis Maxime Gublin et Juan Morera. Et pour Valentin Simonet, si je descends, faut pas que j'aille trop loin non plus dans le classement, mais il doit être aux alentours des 1000 points de pénalité
Je vais pas le retrouver, hein, ça va être comme ça. Parce que là, je dois être un peu loin. Maintenant, Valentin Simonet, il est 37e, voilà, avec 1031 points de retard sur la tête de course, voilà, et 37e, bon, en sachant qu'il y a des places à aller chercher, hein, c'est encore très serré devant lui. Donc voilà, il peut encore regagner des positions. Et puis en Dakar 1000, et bien pour l'instant, c'est le camion KH7 Eco Vergy et Team qui est en tête avec 65 points. Devant Ikemashi et Benjamin Pasquale. Ça veut dire qu'ils ont fini les spéciales, ce qui n'a pas été le cas de Benjamin Pasquale, voilà, qui n'a pas fini l'étape, il n'a fait que 58% des spéciales. C'est pour ça que ça lui coûte pas mal de points dans l'affaire à l'Argentin. La spéciale de demain, alors spéciale qui ne fait plus, qui est beaucoup plus courte en fait. Au départ, cette spéciale devait faire 496 km. En fait, elle ne fera pas 496 km, mais 327. On s'arrêtera au kilomètre 327. Pourquoi? Car il y a beaucoup d'orage en fait en ce moment sur l'Arabie Saoudite et sur cette zone d'Arabie Saoudite. Donc le terrain a été lavé, délavé, et ce qui fait qu'il y a en fait des zones un peu inondées. Donc pour des raisons de sécurité, voilà, on va s'arrêter au kilomètre 327. Surtout que, comme l'a dit l'organisateur David Castera, la journée 48 heures va faire mal a fait mal aux organismes. On a vu, tout le monde était fatigué. Donc on va un peu alléger le programme, notamment pour les amateurs, pour cette troisième étape. Ça reste quand même une journée qui va être longue parce que la liaison, elle est toujours là. Et ça va faire donc beaucoup de kilomètres de liaison quand même demain pour cette spéciale. Voilà, pour les concurrents. Donc ça va être une grosse journée. Voilà, notamment pour les autos avec 636 km de liaison. Donc ça va faire mal aux pattes. Et donc voilà, vous voyez la spéciale. Donc avec le DSS, donc zone de départ, quasiment au niveau du camp de Bichat, et la SS, donc pas très loin, enfin bien plus loin désormais de Al Ena Kia, en sachant que c'est le premier jour où on quittera Bichat, parce que ça faisait depuis le départ en fait que les équipes techniques étaient à Bichat. Donc là aussi, pour les concurrents, il va falloir, pour les équipes techniques, il va falloir faire le trajet, ce qui engendre toujours un petit peu de fatigue, voilà, passer d'un camp de base à un autre pour cette étape numéro 3 qui va nous faire remonter un petit peu plus au nord du côté de l'Arabie Saoudite. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!